Okay, good morning, colleagues. How are we doing? I see Chers we have collègues, 9 participants so far. Number is bienvenue. where do you give us Nous avons actuellement 79 personnes connectées. Nous allons accorder encore quelques minutes avant de commencer. Silva, are you there? Sylvain, êtes-vous là? Yes, I am. Wycliffe. Should Oui, we give a few Wycliffe, more je suis minutes là. like we start at 8:05 or Est-ce que nous prenons encore quelques minutes ou est-ce que nous commençons tout de suite? Non, je pense que nous pouvons peut-être donner quelques minutes de plus pour voir si nous avons un peu plus de participants. Merci. Good afternoon, colleagues. Good morning. Good Chers collègues, wherever you are. bonjour ou bonsoir, selon votre localisation, My name is puisque nous avons le monde en ligne. Je suis Wycliffe Otieno de l'UNICEF à New York, qui est co-chef de file avec l'UNESCO pour ce volet d'action 1. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous. Pour la journée d'aujourd'hui, pour ce volet d'action 1, nous avons l'UNICEF et l'UNESCO, donc, qui sont co-chefs de file. Je voudrais signaler les collègues avec lesquels nous travaillons étroitement sur ces questions. Justine Sass, qui s'occupe d'inclusion, Christophe Alcatel, qui est responsable de l'éducation à la santé, et nous avons également représentant du Programme alimentaire mondial. Donc, au nom des deux agences chefs de file, je souhaite vous souhaiter à tous la bienvenue à cette réunion en ligne. Nous sommes ravis de voir autant de participants aujourd'hui, des représentations très vastes de diverses organisations de par le monde. Je vous souhaite donc la bienvenue. Nous avons à notre disposition 1h30 pour cette consultation et nous voulons utiliser ce temps au mieux. Je vais donc passer en revue les règles d'intendance pour ce webinaire. Merci de noter que ce webinaire a lieu en 2 langues, c'est-à-dire en anglais et en français, avec interprétation simultanée
fournis pour que tout un chacun puisse suivre les travaux. Pour sélectionner votre langue, merci de sélectionner l'icône globe terrestre en bas de votre écran et sélectionner la langue de votre préférence. Nous vous demandons également de mettre vos remarques et questions sur la fonction questions-réponses dans l'application Zoom tout au long du webinaire. Nous ferons notre mieux pour répondre à toutes vos remarques et questions dans cette réunion. Et pour les questions qui n'auront pas reçu réponse, nous essaierons de le faire par écrit. Chers collègues, merci de noter que la fonction chat ne peut être utilisée pour les questions-réponses. Merci d'utiliser la section questions-réponses à cette fin. Un grand nombre de participants suivent la vision du secrétaire général, le processus consultatif qui nous permettra de transformer l'éducation pour nos enfants. Donc, je voudrais que nous fassions de notre mieux pour utiliser le temps imparti et je voudrais vous présenter les responsables pour ce volet d'action 1. Nous avons 2 pays et une agence qui est l'ODD 4 Jeunesse et les pays sont l'Italie et la Namibie. Donc, chers collègues, sans plus attendre, je vais donner la parole à l'Italie pour une présentation qui sera suivie de la Namibie, puis ODD 4 Jeunesse. C'est à vous. Chers collègues, bonjour à tous ou bonsoir. Je suis Gianluca Grandi, conseiller diplomatique du ministre de l'Éducation italien. Je suis diplomate de carrière. J'ai été en poste dans plusieurs pays, la Chine, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, l'Inde et également au Bureau des Affaires étrangères, coopération internationale. C'est un grand honneur d'être responsable pour ce volet d'action 1 et j'attends avec impatience nos échanges. Merci. Merci, la Namibie. Bonjour. Bonjour Wycliffe. Chers collègues, je suis Sanit Steenkamp. Je suis directrice exécutive du ministère de l'Éducation, de l'Art et de la Culture en Namibie, qui est responsable pour cette action au sein du ministère et avec nos collègues de l'Italie et les représentants jeunesse et notre équipe ici en Namibie, nous sommes ravis d'avoir cette occasion d'échanger avec tant d'États membres et de parties prenantes. Merci. Merci, Madame Steenkamp. ODD 4 Jeunesse, bonjour, je suis Marie-Anne Guyenne, je suis représentante jeunesse pour ODD 4 Jeunesse, qui est un rassemblement de militants pour l'égalité et les jeunes. Je suis également responsable pour la région Nouvelle-Galles du Sud de l'éducation. C'est un plaisir de participer à cette consultation et nous pouvons peut-être revenir aux diapositives pour suivre le processus. Merci. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette consultation. Comme vous le savez, l'éducation, le sommet transformation de l'éducation est si important parce que nous allons devoir traiter l'importance de l'ODD éducation, l'ODD 4, qui est déjà en retard et qui était déjà en retard avant la crise de la COVID-19. Et nous avons ensuite eu cette crise de 262 millions d'enfants et de jeunes sont déscolarisés. 60% des enfants et adolescents ne réussissent pas au minimum dans la lecture et les mathématiques. Donc nous avons ces difficultés dans notre système et la crise
la pandémie de Covid-19 a été un véritable signal d'alarme. 1,6 milliard d'enfants et de jeunes ont été affectés par les clôtures d'écoles. Beaucoup sont toujours affectés. Mais ça a été également une opportunité qui nous a démontré que nous pouvons mobiliser de façon sans précédent la solidarité internationale. Nous avons vu pour la première fois quelle était l'importance de cette question et comment, en travaillant ensemble, nous pouvons réellement transformer l'éducation. Tout ceci nous a forcé à réimaginer, repenser l'éducation et la transformation de l'éducation. Lorsque nous disons que nous allons rattraper le temps perdu pour l'ODD 4, ça ne signifie pas refaire ce qui a déjà été fait. Cela ne signifie pas refaire ce que nous faisions avant. Il s'agit d'être imaginatif, d'être courageux, d'avoir la volonté, le leadership politique pour faire en sorte que ces transformations puissent réellement avoir lieu. Le sommet sur la transformation de l'éducation est directement lié à l'action du secrétaire général et donc pour notre agenda commun, il s'agit d'utiliser, réimaginer nos futurs ensemble, nouveaux contrats sociaux pour l'éducation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors le sommet est important. Il est fondamental de ne pas se contenter de discuter, mais de mobiliser aussi l'action. Il s'agit de renforcer, d'accélérer la mise en œuvre des accords multilatéraux existants, évidemment, notamment l'agenda 2030. Il s'agit aussi de galvaniser l'action à l'échelle nationale et mondiale et apporter un soutien aux domaines identifiés en matière d'ODD 4 par le comité directeur de haut niveau. Nous avons plusieurs piliers, au nombre de 3. Pour pouvoir transformer l'éducation, il faut que les pays pilotent le système. Les contextes différents ont des systèmes qui sont parfois tout à fait unique et spécifique. Et donc, c'est tout à fait important que les pays dirigent l'action et d'insister sur l'engagement national. Les États membres sont encouragés à être actifs et engagés à travers tout le processus dans la préparation du sommet, au sommet lui-même et pour le suivi du sommet. Ensuite, il faut également être inclusif. Nous allons rassembler tout ce qui est pertinent pour faire progresser l'agenda 2030. Il est important d'engager tous les partenaires, y compris les jeunes, les enseignants, le milieu universitaire, les organisations internationales, la société civile et le secteur privé. Enfin, troisième pilier, pour ce sommet, nous n'allons pas réinventer la roue. Il s'agit de construire sur la base des efforts existants, être préparé avec le plein engagement de l'UNESCO et les autres entités des Nations Unies et renforcer les efforts et les initiatives déjà en cours. Le sommet transformation de l'éducation a 5 volets d'action thématiques pour aboutir à des recommandations, des pratiques de terrain et des études de cas pour savoir comment nous pouvons transformer l'éducation à une vaste échelle. Donc les 5 volets d'action sont le numéro 1, la consultation d'aujourd'hui, c'est-à-dire des écoles inclusives, équitables, sûres et saines. Le deuxième volet d'action est l'apprentissage et les compétences pour la vie, le travail et le développement durable. Troisièmement, les enseignants, l'enseignement et la profession d'enseignant. Quatrièmement, l'apprentissage et la transformation numérique. Et cinquièmement, le financement de l'éducation. Donc, ces volets d'action thématiques visent à identifier des solutions fondées sur l'expérience qui nous permettent de changer d'échelle, d'accélérer l'action pour mobiliser les actions concrètes et des initiatives pour conduire les progrès à l'échelle des pays. Donc, nous sommes ici dans le volet d'action 1.
Voici les questions clés que nous allons traiter. Donc, je vais vous donner lecture et je vous invite à réfléchir à vos contextes particuliers et ce que cela signifie pour vous. La première question. De quelle transformation avons-nous besoin pour que l'ensemble des apprenants puissent accomplir leur droit à l'éducation dans un contexte de changement climatique, de pandémie mondiale, d'insécurité croissante et d'autres changements sociétaux qui se présentent à l'horizon? Deuxièmement, quelles sont les bonnes pratiques et les innovations qui peuvent être utilisées pour le court terme, le moyen terme et le long terme pour faire progresser le droit à l'éducation pour tous? De quoi avons-nous besoin pour changer d'échelle et pour atteindre les plus marginalisés? Troisièmement, comment les gouvernements et les partenaires peuvent-ils mieux soutenir le développement holistique des apprenants pour des avenirs plus justes, plus sûrs, plus équitables, plus sains et plus durables? Donc voilà les trois questions clés, les trois idées clés dont nous allons parler ici. Et nous avons pour cela cinq domaines thématiques. Nous avons consulté plus de 200 personnes qui ont apporté leur expertise et leur expérience et qui ont beaucoup contribué pour forger ces groupes thématiques. Tout d'abord, inclusion et équité, conduit par GPE et UNICEF. Deuxièmement, éducation qui agissent sur les transformations de genre. Ensuite, nous avons les écoles sûres par l'initiative Safe to Learn, la santé et la nutrition à l'école, Programme alimentaire mondial, et l'éducation en situation d'urgence et crise prolongée conduit par Education Cannot Wait. Donc les consultations ont été vraiment passionnantes. Nous avons vu une transformation du volet d'action au cours des dernières semaines. Nous avons eu des consultations très vastes avec beaucoup de partenaires, de collègues et les conseillers du sommet pour affiner ce document et pour que ce soit plus que de bonnes paroles, mais réellement affiné avec des pratiques de terrain et des études de cas recommandées par les personnes que nous avons consultées. Un document a été préparé avec des annexes sur les 5 sujets thématiques, qui est un document de référence clé pour les consultations nationales qui se déroulent ou vont se dérouler bientôt. Nous avons aussi des documents d'orientation sur l'intégration des questions de genre et l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées. Comme je l'ai dit plus tôt, nous faisons également de notre mieux pour nous fonder sur des pratiques de terrain pour mieux visualiser ce que signifie réellement transformer l'éducation. Donc, actuellement, nous avons des collectes de bonnes pratiques qui ont lieu. Vous avez un formulaire à l'écran et je vous invite évidemment à vous rendre sur ce lien pour soumettre vos exemples. Nous avons déjà collecté un premier ensemble, mais nous allons continuer la collecte probablement jusqu'au sommet lui-même. Voilà, je vous remercie. Monsieur Grandi, c'est à vous. Merci infiniment, Maria, chers collègues. On ne peut réduire tout le travail qui a été réalisé pour les recommandations du volet d'action 1 en quelques diapositives, mais je voudrais simplement souligner quelques-unes de nos conclusions. Tout d'abord, le contexte. Nous notons, c'est la diapositive suivante, s'il vous plaît.
Alors tout d'abord, le contexte. Nous notons que des progrès ont été réalisés dans le monde entier en matière d'éducation au cours des dernières décennies, mais que les acquis sont fragiles du fait de la COVID-19, de la violence, des déplacements forcés, des catastrophes d'origine climatique et d'une réaction croissante à l'encontre de l'égalité des genres qui menace de creuser les inégalités dans de nombreux contextes. Les apprenants les plus marginalisés continuent d'être confrontés à des formes multiples et croisées de discrimination, et l'accès à l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées constitue un défi croissant. Les enfants qui vont à l'école sont trop souvent victimes de violences, de discrimination et d'exclusion en raison de leur situation socio-économique, de leur situation de handicap ou de leur statut de migrant ou encore de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelle ou perçue. En fait, ils sont trop nombreux à ne pas être couverts par les interventions et des actions plus transformatrices sont nécessaires pour garantir des écoles inclusives, équitables, sûres et saines où tous les apprenants peuvent s'épanouir. Des actions plus transformatrices sont nécessaires pour garantir des écoles inclusives, équitables, sûres et saines où les apprenants peuvent s'épanouir. Diapositive suivante. L'éducation inclusive et transformatrice doit garantir que tous les apprenants ont un accès et une participation sans entrave à l'éducation, qu'ils sont en sécurité, en bonne santé, à l'abri de la violence, de la discrimination et qu'ils bénéficient de services, de soins complets dans le cadre scolaire. Les gouvernements du monde entier se sont engagés en faveur d'une éducation inclusive, équitable et de qualité dans le cadre des ODD, mais nombre d'entre eux se heurtent à des obstacles qui les empêchent de mettre en place un programme de transformation pour y parvenir. Les obstacles à cette transformation varient en fonction du contexte national, mais comprennent notamment une volonté et un leadership politique transformateur audacieux qui sont limités, de même que des cadres de reddition de comptes limités, des environnements favorables médiocre, notamment en termes de législation, politique et cadre institutionnel, et une faible capacité d'application. Une capacité individuelle et institutionnelle limitée, un financement insuffisant, un manque d'investissement, de planification à long terme, une allocation limitée de ressources pour l'éducation, afin d'atteindre l'apprenant individuel, en particulier les plus marginalisés. Un degré élevé d'aversion au risque lorsqu'il s'agit de prendre des mesures radicales afin de s'attaquer à la cause connue de l'exclusion et de la sous-performance scolaire. Des normes culturelles et sociétales enracinées qui peuvent entraver l'inclusion, l'équité et l'égalité. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors j'aimerais vous rappeler des exemples de pays qui surmontent les obstacles, ce qui montre bien que la transformation de l'éducation est bien possible. Par exemple, pour développer et mettre en œuvre des politiques et des législations qui promettent les droits, promeuvent l'inclusion et traitent de toutes les formes de stigmatisation, de discrimination et d'exclusion, la Namibie, Sierra Leone et la République unie de Tanzanie ont supprimé les interdictions appliquées aux jeunes mères et aux filles enceintes pour ce qui est d'aller à l'école. Par ailleurs, la production et la diffusion de données de qualité au Malawi, en Afrique du Sud, responsabilité également dans ce domaine. Tout cela a appuyé les méthodologies visant à promouvoir l'égalité des genres. Et en Italie, la responsabilité pour l'égalité des genres et toutes les autres politiques à cet égard sont incluses dans les politiques budgétaires. Au Burkina Faso et au Togo, afin d'assurer le développement professionnel continu des enseignants itinérants avec des compétences spécifiques assurent un mentorat auprès des enseignants dans les classes et apportent un soutien continu aux écoliers qui ont des besoins spécifiques. Tout cela montre bien que la transformation de l'éducation nécessite un engagement durable à long terme ainsi qu'une planification sur le long terme, avec une éducation de qualité pour que les apprenants aient envie d'aller à l'école, y restent et apprennent, avec des programmes spécifiques conçus pour éviter les abandons scolaires afin que tous les jeunes enfants et les jeunes puissent pleinement réaliser leur droit à l'éducation, avec un fondement solide qui commence au niveau de l'enseignement pré-primaire afin que les enfants puissent bénéficier d'un apprentissage tout au long de la vie.
On sait que si l'on commence dans le pré-primaire et qu'on a un apprentissage tout au long de la vie, la possibilité de réussite d'un apprenant sont beaucoup plus élevées. Des budgets, des ressources nationales adéquates sur la base de coûts unitaires réalistes pour garantir une bonne qualité d'éducation, cela est nécessaire pour réduire la violence, le chômage, une mauvaise santé et l'inégalité des genres. Diapositive suivante. Pour opérer cette transformation, on en appelle au gouvernement et à leurs partenaires pour mettre en place une culture de qualité, de production de données de qualité, de diffusion de ces données, d'utilisation des données, élaborer et mettre en œuvre des politiques et une législation qui protègent les droits, puissent promouvoir l'inclusion et traiter toutes les formes de stigmatisation, discrimination et exclusion, prioriser et placer l'équité, l'inclusion et l'égalité des genres au cœur du secteur de l'éducation, reconnaître les enseignants et les éducateurs comme des partenaires clés et assurer leur développement professionnel continu avec un soutien continu. Investir dans l'éducation pré-primaire comme fondement du développement, de l'apprentissage et de l'autonomisation. Concevoir et mettre en œuvre des actions ciblées pour attirer les enfants et les jeunes non scolarisés, y compris les migrants et les réfugiés, afin qu'ils puissent retourner à l'école où ils pourront être acceptés et où ils recevront un soutien pour apprendre. Lutter contre les normes de genre nocives, les attitudes et pratiques négatives grâce à une éducation transformationnelle liée au genre, favoriser des environnements d'apprentissage qui soient sûrs sur le plan physique, mental et social et qui soient propices à l'apprentissage, mettre en place des partenariats intersectoriels pour le bien-être des apprenants et faire participer les jeunes, les parents, les communautés en tant que véritables partenaires pour la réalisation d'environnements inclusifs, équitables, sûrs et en bonne santé en termes d'apprentissage. Ça ne doit pas être simplement une fonctionnalité ajoutée. Donc voilà des recommandations. Je pense que ce travail a été mené avec le soutien de tous les experts, avec des processus consultatifs élargis, mais nous nous réjouissons à la perspective d'entendre vos contributions à tous. Je vous remercie. Et maintenant, je vais donner la parole à Sylvain qui va nous expliquer comment le public peut participer à la réunion grâce au Mentimetre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Grandy. Alors, vous pouvez utiliser l'appareil numérique de votre choix, tablette, laptop. Connectez-vous à www.menti.com. Utilisez le code que vous voyez en haut de l'écran, donc 67 14 11 35. Ce sera posté également sur le chat. Vous pouvez utiliser également vos téléphones portables et vous pouvez répondre. L'appareil numérique de votre choix et connectez-vous après au www.menti.com pour ensuite taper le code suivant 67 14 11 37 35 et répondre à la question suivante que vous avez aussi dans le chat. En un mot, quelle est la transformation clé qui, selon vous, est nécessaire pour garantir que les écoles soient inclusives, équitables, promotrices de santé et sûres? Merci beaucoup. Donc, je vous le répète, vous devez simplement vous connecter sur www.menti.com et utiliser le code 67 14 11 35. Vous voyez le code également dans le chat. Nous avons déjà une contribution, alors n'hésitez pas, connectez-vous. Allez sur Menti. Ah voilà, il y a d'autres contributions qui arrivent. Très très bien, merci. Postez votre contribution en français. Je répète la question. En un mot, quelle est la transformation clé qui, selon vous, est nécessaire pour garantir que nos écoles soient inclusives, équitables, promotrices de santé et sûres? Merci beaucoup. Thank you. We can see that. Merci. Alors, on voit qu'il y a de plus en plus de contributions qui arrivent. Et n'hésitez pas à taper le mot en français si vous le souhaitez. Voilà, très très bien. Alors on voit financement, volonté politique qui occupe une grande place sur ce Menti, donc grande contribution qui porte sur ces aspects-là.
participantes et participants francophones, n'hésitez pas à soumettre votre réponse en français également. Merci, merci beaucoup. Donc maintenant, je vais donner la parole à Madame Sanet Steenkamp de Namibie qui va prendre la parole. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Sylvain, et merci à tous nos partenaires qui sont là. Merci également au co-chef de file, Maria, qui nous a fait une excellente présentation globale de la situation à l'échelle mondiale. Et je tiens à répéter ici que lorsque l'on parle de ces 1,6 milliard et 264 millions d'apprenants qui ne vont pas à l'école. Il faut se souvenir que ce ne sont pas seulement des statistiques, ce sont des enfants dans nos ménages, dans nos voisinages, dans nos quartiers, dans nos communautés. Et pour nous tous, politiciens, nous allons devoir rendre des comptes un jour pour ce qui est des décisions que nous prenons, du leadership, de la volonté politique, de l'engagement et du financement que nous apportons en tant que pays pour traiter des questions de l'éducation. Je remercie également M. Grandi d'Italie qui nous a fait une présentation générale des obstacles, des problèmes clés que nous rencontrons, ainsi que des solutions potentielles. Donc maintenant, nous souhaiterions entendre le point de vue d'autres intervenants avec deux questions pertinentes que j'aimerais poser. Et tout d'abord, quels aspects de la transformation de l'éducation devraient faire l'objet du plaidoyer de premier niveau, le plaidoyer prioritaire par rapport au volet d'action 1 au cours du pré-sommet à Paris et bien sûr également au cours du sommet à New York en septembre. Donc, la première chose qui nous vient à l'esprit par rapport aux aspects de la transformation de l'éducation qui devraient être priorisés, sur lesquels on devrait mettre l'accent, comme étant là l'objet du plaidoyer prioritaire. Et deuxième question sur laquelle nous souhaiterions avoir vos contributions. Si on vous demandait de définir un résultat positif pour le volet d'action 1 pour le sommet de septembre 2022, qu'est-ce que ce serait, ce résultat positif? Et bien sûr, nous allons également être à l'écoute des autres questions sur le volet d'action 1. Et je tenais également à souligner que pour sous-thématique mentionnée par Maria dans le cadre du volet d'action 1, nous avons également des collègues qui sont présents ici, qui ont dirigé ces sous-thématiques. Et bien entendu, nous allons pouvoir mettre à profit leur expertise et vont pouvoir ainsi apporter des réponses spécifiques et formuler des questions également. Donc voilà, je pense que maintenant nous pouvons ouvrir les discussions. Sachant que donc ce sont là les deux questions auxquelles nous souhaitons que vous réfléchissiez, mais que vous alliez au-delà de cela pour les internaliser et pour pouvoir ainsi partager votre réflexion avec nous. Je vous remercie. Sylvain, vous voulez bien nous guider par rapport à l'aspect technique de ce processus? Donc, pour ces questions que vous voyez à l'écran, vous pouvez apporter votre réponse dans la section questions-réponses, Q&A. Et ensuite, ce sera publié. Donc, ça, sur la fonction questions-réponses, Q&A, QR. Alors, je tenais également à mentionner que le lien a été partagé pour le document d'analyse ainsi que les lignes directrices sur la façon de procéder pour cette séance de questions-réponses. Merci. Alors, je sais que nous avons un peu d'avance, mais sachant qu'il pourrait y avoir un certain nombre de questions que nous pourrions recevoir, donc nous allons également examiner ces questions et nous allons ensuite
déterminer comment répondre à ces deux questions en particulier. Alors, n'hésitez pas à répondre à ces deux questions qui viennent d'être posées en utilisant la fonction questions-réponses. Nous allons le publier par la suite. Vous pouvez aussi, bien sûr, rédiger vos réponses en français. Ça ne pose pas de problème. Merci. Donc, voyons certaines des réponses qui ont été apportées. Alors, on mentionne WASH, donc l'eau, l'assainissement, la santé, donc comme un plaidoyer prioritaire, de même que l'égalité des genres, ainsi que l'éducation globale, la sexualité. Alors voilà les questions qui ressortent. On voit également que la mise en œuvre des politiques, c'est important. C'est-à-dire que les politiques ne devraient pas se limiter à des documents bien rédigés, mais qu'il faudrait également qu'il y ait des efforts spécifiques pour mettre en œuvre ce qui a été convenu sur le plan stratégique en termes de politique. Nous voyons également que les groupes marginalisés ou les populations marginalisées dans nos propres contextes, nos propres pays, devraient être les groupes qui seraient desservis en premier. Et puis, il y a aussi une opinion exprimée indiquant que il faut s'attacher à faire en sorte qu'il y ait bien une éducation environnementale, mais en fait, dans le premier volet d'action, la durabilité environnementale n'est pas pleinement traitée. Et on indique également que parfois, il n'y a pas les compétences de vie dans le volet d'action 2. Donc, il y a là des orientations à prendre en compte à l'avenir. Il faudrait aussi, on le voit, une approche multisectorielle, ainsi que des partenariats multisectoriels qui sont essentiels. Et les gouvernements ne peuvent pas agir isolément. L'expertise, les ressources doivent être complémentaires. Il doit donc y avoir des efforts collaboratifs entre différents partenaires. Alors, il y a une phrase clé. Le résultat réussi pour le volet d'action 1, cela devrait être la mise en œuvre, la concrétisation des promesses formulées par les pays, afin donc d'être à la hauteur de ces promesses. Donc voilà, mesdames et messieurs, j'ai résumé les réponses aux questions qui avaient été formulées. À un moment donné, on va vous demander d'autres interventions, d'autres contributions. Mais veuillez prendre note du fait que ce sont là certaines des questions clés qui ressortent de vos contributions. Et ensuite, l'alimentation à l'école. Alors, on prend note de la pauvreté, de la famine à l'échelle mondiale. Et ça, c'est donc un élément clé dans les questions-réponses, c'est-à-dire l'alimentation à l'école, qui devrait être priorisée également.
Dans l'intervalle, pendant que vos réponses arrivent et nous vous en remercions, nous allons revenir à la présentation Mensi pour voir des nuages de mots et nous allons donner quelques commentaires. Vous voyez que le financement est véritablement un mot-clé ici. Donc, Madame Steenkamp, si vous voulez commenter le résultat de ce nuage de mots. Merci infiniment, Sylvain. Comme vous le voyez, mesdames et messieurs, nous avons tout en haut de la liste la question clé du financement, que ce soit des ressources nationales, donc les pays dans leur contexte spécifique qui doivent donner la priorité. On pourrait même aller plus loin. Quelle part du budget national est consacrée à l'éducation? Quelle serait la proportion idoine? Il y a donc un véritable appel à un engagement politique au niveau le plus haut de chaque pays, au niveau évidemment des gouvernements, au niveau parlementaire, au niveau des chefs d'État, vis-à-vis du financement. Et nous voyons également toute la question de l'égalité de genre qui est également assez claire ici. Toute la question d'égalité de genre est bien couverte dans les documents et vous verrez à la lecture des documents de fond que c'est un élément qui a la prééminence. Donc, nous avons également la volonté politique. Donc, volonté politique, financement, égalité de genre. Ensuite, nous voyons investissement également. Et investissement, je l'ai dit, ce n'est pas uniquement le gouvernement. Quel est l'investissement du secteur public, des partenaires de développement, des parents, des communautés, des jeunes? Quand nous parlons d'investissement, qu'entendons-nous par là? Toute la question de l'innovation est également soulignée, les pratiques novatrices. Il est peut-être temps de poser la question à l'échelle mondiale, comme nous le faisons ici dans cette plateforme de consultation, de poser des questions qui dérangent. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Nous avons l'inclusivité également à l'échelle des pays et qui doit regarder les efforts existants. Mais si les efforts existants ne sont pas suffisants, si nous avons besoin de repenser notre approche et de proposer des pratiques novatrices dans nos pays, eh bien, l'innovation, très clairement. Et là, nous avons à nouveau, mesdames et messieurs, la question de la sécurité alimentaire, la malnutrition, la question de la disponibilité des aliments. Nous avons la question de l'alimentation scolaire en situation prioritaire. Nous avons des pays qui ont déjà d'excellentes pratiques pour l'alimentation scolaire localisée pour que les écoles, les apprenants, les communautés et le secteur public soient plus responsables. Également, pour que les financements du gouvernement soient adaptés. D'autres mots-clés que nous avons également dans ce nuage, les repas à l'école. Dans certains pays, les repas sont fournis dans les établissements. Ailleurs, on donne des bons repas. Et nous avons aussi la question du handicap et de l'inclusion. Comment traiter, comment restaurer la dignité de nos enfants qui vivent avec un handicap. Parce que nous avons, par exemple, et nous savons tous, que si nous avons une unité de coût donnée pour un enfant qui n'a pas de handicap, qui est dans une école régulière, normale, eh bien pour les écoles spécialisées, c'est 5 fois plus. Donc il faut apporter aux enfants
les besoins qui sont les leurs, non seulement pour l'école, mais pour la vie, pour des compétences de vie, pour qu'ils aient une vie digne après l'école également. Merci, merci infiniment, Madame Steenkamp. Nous allons revenir aux autres questions posées dans les questions-réponses. Donc, merci de vous rappeler qu'il s'agit d'une séance interactive. Alors, surtout, n'hésitez pas à présenter vos commentaires dans les questions-réponses, soit en anglais, soit en français. Alors, Sylvain, on va peut-être à nouveau regarder un peu l'aspect des deux questions. Nous avons déjà un peu couvert ces questions. De votre point de vue, qu'est-ce qui serait une réussite pour ce sommet? Et on a déjà eu une réponse très claire. Si vous pouvez juste déjà mettre en œuvre les politiques existantes. Et puis, nous avons également le plaidoyer. Alors, nous avons encore quelques minutes à accorder à la réception de vos remarques dans les questions-réponses. Alors, nous demandons en fait vos réactions aux deux questions spécifiques, évidemment. Nous pouvons toujours y revenir si nécessaire. Les questions clés ici, pour nous tous, et je vois que effectivement c'est une priorité pour toutes les personnes présentes. Donc merci beaucoup. Il y a de manière générale un appel à l'action multisectorielle. Nous voyons qu'il y a un partage de la compréhension, mais aussi des responsabilités. Donc, une fois de plus, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, est important? Nous l'avons dit un peu plus tôt, il ne s'agit pas d'avoir de belles paroles. Il s'agit d'utiliser l'occasion que nous fournit cette plateforme, non seulement pour internaliser notre façon d'aller de l'avant, sur quoi nous souhaitons nous engager à l'échelle mondiale. Nous avons encore du temps pour que chacun puisse participer parce que votre voix compte. Donc, n'hésitez pas à la faire entendre. Et je voudrais également demander à Sylvain à ce stade si il souhaite ajouter autre chose. Toute la question du soutien aux enseignants eh bien, est importante. Nous savons tous qu'une éducation de qualité a lieu en salle de classe et que la ressource clé de la salle de classe, c'est l'enseignant. Donc, comment les pays peuvent-ils au mieux soutenir leurs enseignants? Ça, c'est une des questions clés qui est ressortie de cet exercice et que nous souhaitons véritablement mettre en avant en termes de plaidoyer pour la transformation de l'éducation. Donc, ce volet d'action spécifique couvre également les questions de qualité de l'éducation qui est nécessaire de façon inclusive et équitable dans des écoles sûres et saines. Alors, ce sont là des questions qui sont soulignées. Évidemment, le plus important, c'est que nous ne pouvons prendre de décision sans avoir entendu, débattu
l'éducation avec les jeunes. Nous sommes également éduqués par les jeunes, éclairés par les jeunes. Nous devons entendre les enfants déscolarisés, les enfants à l'école, les jeunes à l'école et les études mondiales qui sont réalisées avec cette étude en ligne de 8000 élèves. Eh bien, je vous recommande de lire les résultats parce que ce sont les voix des enfants qui sont les voix innocentes qui disent la vérité au pouvoir. Et c'est exactement ce que nous voulons, entendre la voix des enfants. Donc, l'une de vos réponses, c'est que vous souhaitez que la voix des enfants soit entendue, non seulement entendue, mais écoutée et mise en œuvre. Sylvain, y a-t-il autre chose que vous souhaitez partager avec nous à l'écran? À l'écran, non, pas véritablement. Vous avez vu, vous pouvez voir les résultats des questions-réponses en bas de votre écran. Vous voyez le volet questions-réponses. Vous pouvez encore ajouter vos remarques et vous pouvez aussi voir les résultats présentés par les modérateurs au fur et à mesure que nous avons vos contributions. Donc merci infiniment. Et pour évidemment les francophones, vous avez également des questions dans le chat. Donc je vous les lis. Quels aspects de la transformation de l'éducation devraient faire l'objet d'un plaidoyer prioritaire pour le volet d'action 1, le pré-sommet ainsi que le sommet lui-même? Et la question 2 que nous souhaitons vous poser est comment définiriez-vous un résultat positif pour le volet d'action numéro 1 du sommet? Merci beaucoup. Merci Sylvain. Merci de cette intervention. Alors, tous les secteurs, toutes les parties prenantes reconnaissent le rôle qu'ils ont à jouer. De façon individuelle, nous ne sommes pas forts, mais en tant que collectif, si chacun connaît son rôle, nous serons en mesure de progresser sur un grand nombre des questions qui sont d'importance ici. Donc toute la question des enfants vulnérables, des enfants déplacés, des enfants avec un handicap, ça a été présenté de façon très forte. Le coût également des handicaps. Évidemment, chaque pays est à un stade différent d'éducation inclusive. Nous avons tout un débat dans le monde aujourd'hui sur est-ce que on a des écoles spécialisées pour les enfants avec des besoins particuliers de façon séparée ou est-ce qu'on intègre ces enfants dans les écoles avec les autres enfants? Soyons tout à fait francs, l'éducation, cela coûte cher. Que ce soit pour la majorité des enfants ou pour les enfants avec un handicap. Mais il est impératif de reconnaître également que fournir des financements ciblés sont probablement indispensables dans tout pays pour couvrir les besoins des enfants vivant avec un handicap. Donc la question de la salle de classe et comment on la définit est également importante. On parlait également ici d'assurer des financements pour les 15 prochaines années pour que ces recommandations puissent être mises en œuvre. Nous savons également que chaque pays a son propre cycle budgétaire. Il peut y avoir des cycles budgétaires de 3 ans. Nous parlons ici de 2030. Il nous reste 7 années. Quelle est la meilleure utilisation des ressources nationales pour les pays? On nous demande également d'adopter une démarche holistique. Nous devons surmonter les barrières qui empêchent l'accès à l'éducation. Et toute la question également, non seulement de l'accès, parce que dans certains pays, il y a un accès plein et entier à l'éducation, mais il faut également alors renforcer la qualité de l'éducation qui est fournie. Ensuite, vous avez cette démarche holistique de l'éducation d'un enfant.
Il faut également de l'éducation physique, l'expression artistique. Ce ne sont pas seulement des connaissances académiques. Nous devons également considérer les questions du sport ou de l'art à la vie d'un enfant. Moussa, vous pouvez peut-être descendre un peu. Mesdames, Messieurs, j'essaie de souligner certaines des questions, de vos réponses à ces questions. Et nous avons enfin également une contribution qui nous dit un résultat réussi du sommet, c'est l'adoption par consensus. Nous avons également vu plutôt un participant nous dire il ne suffit pas d'adopter un consensus. Encore faut-il que quelque chose de tangible se produise. Ça n'est pas uniquement de belles paroles, il faut qu'il se produise réellement quelque chose à l'échelle des pays, que l'engagement politique puisse véritablement être un engagement, une responsabilité pour les pays vis-à-vis d'un résultat attendu. Alors évidemment, le contexte varie d'un pays à l'autre. Et donc, mesdames et messieurs, je voulais demander s'il y avait des contributions spécifiques. Comme je l'ai dit plus tôt, les coordinateurs pour les sous-thèmes et le volet d'action 1 sont disponibles. Ce sont nos experts. Ils savent avec qui ils travaillent, qui sont les 200 personnes concernées. Et je voudrais maintenant en appeler à nos spécialistes pour dire quelque chose sur ces questions thématiques telles qu'elles ont été à présent résumées pour que chacun ait une vision claire de ces questions. Donc, le coordinateur de l'éducation en situation d'urgence, Nasser Al-Faki, si vous êtes disponible. Je vous donne quelques minutes pour nous dire quelles sont les questions fondamentales que vous avez relevées, que vous voulez partager avec nous dans cette consultation publique. Et bien entendu, je vais également demander à Madame Carmen Burbano, responsable des écoles saines et de la santé à l'école. Nous allons commencer par ces deux-là. Merci. Merci, Madame Steenkamp. Notre collègue de l'éducation en situation d'urgence n'est pas avec nous pour l'instant, donc peut-être nous pouvons passer directement à Madame Carmen Burbano pour qu'elle puisse prendre la parole. Merci. Merci. Alors nous pouvons passer à Madame Carmen Burbano. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro ainsi que votre caméra et très brièvement nous dire quelques mots sur la question de la santé à l'école, des écoles en bonne santé. Qu'en pensez-vous? Merci, bonjour. Bonjour et bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. J'ai quelques difficultés de connexion, mais est-ce que vous m'entendez bien? Nous vous entendons très clairement, madame. Parfait, merci beaucoup. Je suis Carmen Burbano du Programme alimentaire mondial. Nous avons eu le plaisir de coordonner les organisations qui ont participé et contribué à la santé et à la nutrition à l'école sous le volet d'action 1. Et je suis ravie de voir tous ces échanges dans le chat, les contributions sur la nécessité de se concentrer non seulement sur l'apprentissage. Nous avons vu un commentaire très important dans le chat en disant nous devons, oui, nous concentrer sur l'apprentissage, mais aussi sur l'apprenant. Et je dirais que, en résumé, c'est exactement ce que la santé et la nutrition à l'école font. On ne peut pas apprendre si on ne se concentre pas sur le bien-être de l'apprenant, de l'enfant. Il y a un certain nombre de conditions qui les affectent, en particulier la malnutrition, la sous-nutrition, la faim. Cela a été dit dans le chat. L'une des raisons pour lesquelles la question de l'insécurité alimentaire a beaucoup été mentionnée aujourd'hui par plusieurs participants, c'est parce que
nous sommes dans une crise alimentaire gigantesque dans le monde, avec la chute des systèmes alimentaires partout, et pas seulement à cause de la guerre en Ukraine. Vous l'avez tous vu aux informations, et tout le monde y pense aujourd'hui, mais nous avons un système qui n'est pas durable en termes de nutrition et notre capacité à nous alimenter avec les systèmes dont nous disposons actuellement. Donc je comprends que c'est effectivement une conversation tout à fait à propos sur l'impératif de veiller à ce que les enfants soient bien nourris, mais pas uniquement. Un certain nombre de commentaires ont également mentionné la nécessité d'assurer un ensemble d'eau, de mesures sanitaires, de visites de santé. On a parlé des enfants avec des handicaps pour leur apporter le soutien dont ils ont besoin. On en parle également de la façon de mieux intégrer le secteur de la santé en partenariat avec le secteur de l'éducation pour faire en sorte que nous prenions soin du bien-être de nos enfants. Donc, je pense que bon nombre des commentaires dans le chat mettent en avant la nécessité d'avoir un ensemble de services et de politiques intégrées qui tiennent compte du bien-être, de la nutrition et de la santé de l'enfant comme condition préalable à l'apprentissage. Et en conclusion, je mentionnerai simplement le leadership de la France et dans certains des commentaires que nous voyons donc. Le vrai leadership du président Macron sur la question de la santé, de la nutrition à l'école, des repas à l'école, ainsi que de l'Union africaine. Et il y a des commentaires qui évoquent le fait que l'Union africaine met l'accent sur ces questions car elle considère que ce sont des questions clés pour le programme d'action pour le continent. Donc j'aimerais simplement reprendre ce qui a été dit ici sur l'importance d'avoir une approche holistique pour le bien-être, la santé, la nutrition des enfants. Merci. Merci beaucoup, Madame Carmen Bombado, d'avoir ainsi partagé avec nous vos réflexions. Et nous prenons bonne note de l'approche intégrée à laquelle vous avez fait référence, ainsi que les meilleures pratiques de l'Union africaine et de la France. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, j'aimerais également donner la parole au docteur Chloé Fèvre, coordinatrice principale pour les écoles sûres. Si elle est parmi nous, est-ce que nous pouvons vous demander d'allumer votre micro ainsi que votre caméra si vous le souhaitez? Merci. Oui, alors je représente le docteur Fèvre pour les initiatives pour les écoles sûres. Je suis coordinatrice principale pour Safe to Learn. Et nous avons été ravis d'être co-chef de file pour l'apprentissage sûr dans le cadre du volet d'action 1. Et nous voyons que bon nombre des commentaires que je vais formuler vont simplement faire écho à ce qui a déjà été dit. Donc, je ne vais pas le répéter. Finalement, je vais souligner d'autres points. Nous sommes nous avons assuré la coordination autour de la question des écoles sûres. Et dans le cadre du volet d'action 1, nous soulignons qu'il ne peut pas y avoir d'apprentissage dans un contexte de violence physique, psychologique ou sexuelle. Et tous ces types de violences sont ancrés dans des normes sociales liées au genre et aux discriminations et aux inégalités liées au genre. Donc, il a été tout à fait encourageant de voir que l'égalité des genres et l'inclusivité sous toutes leurs formes ressortent si clairement avec tant de force des discussions d'aujourd'hui. Donc, nous, comme le disait Carmen, il faut vraiment adopter une approche intégrée, intersectorielle, qui couvre le volet d'action 1, mais également les autres volets du processus. Et nous tenons à nous assurer que nous établissons des liens forts avec l'OMS, UNGAI, le PAM et d'autres encore qui sont chefs de file sur ces différents volets d'action dans un souci d'approche intégrée. Je souhaitais également
souligner en fait le fait qu'on considère que les enseignants jouent un rôle central pour lutter contre la violence, non seulement à l'intérieur de l'école, mais également de la communauté, ce qui a un impact très fort sur la capacité des enfants à apprendre. Et j'encourage chacun à continuer de communiquer, d'envoyer à l'UNESCO les meilleures pratiques dans ce domaine. Malheureusement, un autre micro est allumé et le son n'est pas très audible. Donc, nous encourageons chacun à partager les meilleures pratiques. Cela en vue du sommet de septembre. Je vous remercie. Voilà ce que j'avais à dire pour Safe to Learn. Merci beaucoup. Nous apprécions vivement ce que vous avez partagé avec nous. Donc, le rôle central des enseignants. Les enseignants sont une des personnes de contact les plus importantes pour les apprenants. La violence sous toutes ses formes et le cadre des écoles sûres. Alors, mesdames et messieurs, je vous propose maintenant d'entendre Monsieur Stuart James Cameron et Madame Vina Bahraman, coordinateurs pour l'inclusion et l'équité. S'ils sont là, je vais demander à l'un de vous d'allumer votre micro. Je vous remercie. Je vois donc que Monsieur Stuart James Cameron a déjà allumé son micro. Merci. À vous. Bonjour. Alors, je ne sais pas si mon collègue qui était le co-coordinateur avec moi est en ligne. S'il est effectivement en ligne, il pourra peut-être aussi intervenir après que j'aurai partagé avec vous mes réactions initiales. Je pense que les commentaires reflètent bon nombre des discussions que nous avons déjà eues pour notre sous-thématique, c'est-à-dire un système inclusif et équitable. Donc, avec la nécessité de compter tous les enfants sur le plan statistique, mais également, c'est-à-dire les valoriser, les prendre en compte. Il faut que les gouvernements les prennent en compte, puis la participation, c'est-à-dire pleine participation dans les écoles et l'apprentissage. Et pour cela, il faut bien sûr des écoles sûres, par exemple. Il faut également des écoles promotrices de santé et les résultats. Il faut que les résultats soient mesurés au-delà de la présence dans la salle de classe. En ce qui concerne cette approche double dans une perspective d'inclusion pour les situations de handicap, nous souhaitons que ce soit impliqué de façon plus large dans l'optique de l'inclusion et de l'équité, pas seulement pour les enfants en situation de handicap, même si nous savons que c'est là un des groupes les plus marginalisés. Promouvoir une culture d'inclusion aussi, d'une part, avec un soutien ciblé aussi à ceux qui souffrent d'exclusion. Voilà, je dois dire que par ailleurs, effectivement, par rapport aux commentaires qui ont déjà été postés, ce sont là les grands points que je souhaitais souligner. Nous suggérons 5 actions clés qui ont un potentiel transformateur. Il s'agit de mettre l'accent sur des domaines spécifiques, construire ou améliorer ou aménager les installations scolaires pour que tous les enfants y aient accès, y compris au niveau de la maternelle, du primaire. Il faut former les enseignants, générer davantage de données pour mieux identifier ceux qui sont exclus et renforcer les capacités pour assurer un suivi des inégalités, de l'exclusion et supprimer les obstacles tels que les frais d'inscription, des écoles qui appliquent des systèmes de ségrégation.
Alors, je souhaiterais vivement entendre ce que d'autres ont à dire par rapport aux grands points que nous avons mis en avant dans le document qui sera partagé. Je ne sais pas si Wycliffe est là, alors peut-être qu'il souhaite intervenir également, puisque je vois son nom sur la liste. Merci beaucoup, Monsieur Cameron. Alors, Wycliffe, je vois que vous êtes connecté. Est-ce que vous souhaitez intervenir brièvement? Il nous reste encore une dizaine de minutes. Nous souhaiterions entendre ce que vous avez à dire avant d'entendre Justine Sass et son équipe. Merci. Au fait, je vais céder ma place puisque j'interviendrai pour la session suivante. Wycliffe, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez rapprocher votre micro? Oui, désolé. Vous m'entendez maintenant? Oui, tout à fait. Donc, je disais que je suis tout à fait d'accord sur ce qui a été dit par James et moi, je prendrai la parole sur la session, le segment suivant. Oui, bien écoutez, en effet, Monsieur Cameron nous a présenté des points détaillés. Chaque enfant est important. Il n'y a pas un enfant qui soit supérieur à un autre. Les besoins peuvent être différents, mais tous les enfants sont importants au même titre. Bien, alors je propose maintenant de donner la parole à Madame Justine Sass, à sa collègue Madame Antara Gangouli et Madame Yona Nestel, co-coordinatrice de l'éducation, donc transformatrice liée au genre. Je vois que Justine est prête à nous parler. Merci, merci beaucoup. Oui, j'ai participé à la coordination du document d'analyse. Alors, ce document sur cette éducation transformatrice en matière de genre, eh bien, il s'agit d'aller au-delà de la parité des genres, le même nombre de filles et de garçons dans les salles de classe, mais il s'agit de supprimer les biais liés au genre, ce qui peut limiter la progression des apprenants et modifier les pratiques qui sont nocives sur le plan du genre. Alors, le document met l'accent sur le budget pour l'éducation afin que les budgets permettent de lutter contre les inégalités et l'exclusion. Il s'agit de mettre le genre au cœur même des plans pour l'éducation. On appelle à de meilleures données car souvent nous n'avons pas les données dont nous avons besoin pour nous assurer que nous prenons les bonnes mesures pour l'égalité des genres. On reconnaît également que les enfants, les jeunes et les femmes comme des acteurs clés pour soutenir ce processus. Et comme l'ont dit d'autres intervenants, on appelle à une approche intersectorielle afin d'avoir des espaces inclusifs, ces espaces inclusifs que nous voulons tous. J'aimerais simplement ajouter qu'au-delà du document lui-même, nous considérons que le genre est très important pour tous les volets d'action. C'est pourquoi nous avons formulé une note d'orientation afin d'éclairer les autres volets d'action. Il s'agit de réfléchir à la fracture numérique liée au genre, l'apprentissage numérique, la transformation des pédagogies qui tiennent compte de la dimension genre pour les enseignants. Voilà quelques mots que je souhaitais dire. Il y a un certain nombre d'autres recommandations dans notre document. Merci. Merci, Justine. Alors, nous imaginons bien toutes les heures de négociation pour trouver la bonne terminologie, pour savoir quelles données utiliser, comment formuler les choses. Donc, je pense que nous pouvons vraiment les remercier tous. Merci à tous ceux qui ont travaillé si dur pour coordonner cela. Et il s'agit de faire en sorte que chacun participe, qu'il y ait des synergies, une compréhension commune. Donc, merci à tous. Il me reste 5 minutes. Je souhaite simplement rappeler qu'il est important, mesdames et messieurs, chers partenaires, chères parties prenantes, États membres, il est très important que l'on aboutisse à des actions et des mesures transformatrices, qu'il s'agisse de mesures pour les médias à court terme, qu'il s'agisse de la riposte à la COVID, des zones touchées par des conflits, des ripostes d'urgence
En fait, quelle que soit la situation qui se présente et qui exige de nous que nous agissions rapidement et efficacement avec les ressources nécessaires, nous devons avoir cet engagement bien présent. Et, et alors, il y a encore les ODD. On n'est pas sur la bonne voie pour les atteindre. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à cet égard? Et comme cela a été dit, il faut aussi une planification à long terme. Sur 7 ans, 15 ans, comment est-ce que nous considérons que cette transformation va s'opérer en termes d'éducation au cours de cette période? Et voilà, mesdames et messieurs, je pense que sur ce, nous en sommes arrivés à la conclusion et j'aimerais redonner la parole à Wycliffe qui va peut-être formuler une conclusion, mais auparavant, je remercie chacun d'entre vous, vous tous qui avez pris le temps de participer à cette discussion, le temps, l'énergie, et qui ont pris le temps d'apporter des réponses et qui ont fait entendre leur voix. Donc, merci beaucoup, nous vous en sommes très reconnaissants. Voilà ce que j'avais à dire pour ma part depuis la Namibie et je donne la parole à Wycliffe pour la dernière partie de cette réunion. Merci beaucoup d'avoir si bien dirigé ce segment du webinaire. Merci pour le résumé et merci à tous ceux qui ont contribué à ce segment tout à fait fondamental. Alors, comme vous le savez, le cheminement a été long, mais il n'est pas encore terminé. Donc, nous allons revoir ce qui s'est produit jusqu'à aujourd'hui avec les délibérations d'aujourd'hui également. Et à partir de là, quelle est la voie à suivre? Et comme je l'ai mentionné précédemment, il y a l'UNICEF et l'UNESCO qui apportent leur soutien technique et Justine va évoquer les étapes suivantes. Puis nous aurons la clôture de l'un des co-chefs de file, c'est-à-dire l'Italie, et Gianluca viendra pour clore la session. À vous, Justine. Merci, Wycliffe. Donc voilà, maintenant vous voyez certaines des étapes à venir. Alors tout d'abord, j'aimerais signaler que nous avons un nouveau site Internet qui comprend des pages pour chacun des volets d'action. Sur ces pages, nous avons un forum de discussion pour le volet d'action 1 et nous avons formulé des questions similaires à ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Donc, nous souhaitons avoir plus de contributions de votre part pour savoir quels sont les éléments clés de la transformation, comment passer de la théorie à la pratique. Donc, nous avons formulé des questions sur ce forum de discussion. Nous allons le partager de façon plus large. Nous vous encourageons également à le partager avec d'autres. C'est une plateforme pour nous pour collecter plus d'informations sur ce qui, à votre sens, devrait être inclus dans le document d'analyse, dans le pré-sommet, dans le sommet, dans le cadre de ce volet d'action. Il y a également une adresse mail qui est créée. Je ne suis pas sûre qu'elle soit déjà active, mais ce sera le deuxième point de contact pour communiquer vos contributions. Donc, essentiellement pour les États membres, mais nous vous encourageons à aller sur le forum de discussion, si possible, plutôt que d'utiliser le mail. Alors, nous avons formulé ces questions aujourd'hui. Nous en aurons d'autres avant le pré-sommet et le sommet. Donc, nous vous encourageons à vous connecter au forum de discussion. Je pense que vous aurez des actualisations, mais enfin, je pense qu'on aura plus d'informations prochainement. La semaine du 6 au 10 juin, il y aura une deuxième consultation publique similaire à celle que nous avons eue aujourd'hui. La prochaine, donc, mettra davantage l'accent sur les bonnes pratiques et les innovations. Celle qui présente un potentiel de transformation et cela pour éclairer le dialogue de haut niveau au pré-sommet. Cela contribuera également aux arguments en faveur de l'investissement pour la transformation de l'éducation. Nous allons également examiner les initiatives proposées pour la coopération mondiale en s'appuyant sur les coalitions existantes, de même que les
partenariats et plateformes qui existent déjà. Et ça répond à un commentaire qui a été fait dans la discussion, c'est-à-dire comment tirer parti d'un certain nombre d'initiatives importantes qui vont dans le bon sens. Et puis, il y a un autre flux d'activités en termes de consultation nationale. Ça, c'est un processus en cours. Nous avons des notes d'orientation à ce stade pour les consultations nationales. Il y a des mobilisateurs nationaux. Cela a déjà été décidé pour un certain nombre de pays, comme vous le voyez à l'écran ici. Et dans 88 pays, les coordinateurs résidents ont confirmé leur intérêt et vont prochainement recevoir des fonds pour appuyer ces consultations nationales. Et les consultations nationales qui seront achevées d'ici au pré-sommet auront la possibilité d'apporter leur contribution à certains des points qui vont émerger. Les documents d'analyse que vous avez vus vont étayer ces consultations nationales. Il y a également donc là des documents d'orientation pour guider les discussions ainsi que des actions qui seront identifiées dans le cadre de ces consultations nationales. Diapositive suivante. Donc vous voyez qu'en plus des consultations nationales, nous avons également un certain nombre de réunions régionales qui vont être utilisées pour discussion. Dans certaines, des recommandations vont émerger qui contribueront au pré-sommet. Nous avons Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afrique, et puis, qui sera en ligne, en Amérique latine également, et puis la conférence des ministères de l'éducation de la région Asie-Pacifique. Et puis nous en aurons sûrement d'autres, mais pour l'instant, ce sont ces réunions qui sont déjà organisées. Le pré-sommet lui-même va être un moment important du 28 au 30 juin. Ce sont les dates actuellement prévues. Nous avons donc ajouté ce qui est appelé une journée de l'engagement. Il y aura un forum de jeunesse, l'opportunité pour le secteur privé également de débattre. Nous aurons l'espace pour les volets d'action de se réunir pour aboutir à l'événement ministériel du pré-sommet. Beaucoup nous demandent si des événements parallèles sont possibles, quelles sont les procédures, et malheureusement, nous n'avons pas encore eu de confirmation sur cette question, mais dès que possible, nous pourrons partager les informations qui nous arrivent et nous vous encourageons à continuer à travailler si vous êtes déjà dans ce processus de consultation, de surtout continuer les consultations et surtout n'hésitez pas à revenir vers le site internet pour les informations les plus à jour. Le sommet lui-même sera le 19 septembre à l'Assemblée générale des Nations unies. Nous comprenons qu'il n'y aura pas d'événements parallèles durant le sommet. Il y aura peut-être d'autres occasions néanmoins au préalable. Donc surtout, restez connectés, vous serez informés. Enfin, nous avons également la recherche d'opportunités pour l'engagement public qui implique des activités de communication, des campagnes, des activités en ligne. Et vous serez également invités à participer à ce processus. Comme cela a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui, nous recherchons une approche inclusive réellement au-delà du volet d'action lui-même, l'inclusion en tant que processus pour nous aider à atteindre nos objectifs en matière de volet d'action 1 et nos recommandations. Surtout, n'hésitez pas à continuer à nous donner votre avis, les bonnes pratiques. Le site internet continuera d'être actif jusqu'au sommet en septembre. Vous aurez encore beaucoup d'opportunités de participer, d'informer le processus et également par les consultations nationales, réunions régionales et toute autre occasion. N'hésitez pas à faire le lien avec les États membres, regarder les engagements du sommet lui-même en septembre et naturellement le suivi après coup. Donc, je m'en tiens là pour ce qui est des moments clés et je redonne la parole à Gianluca Grandi d'Italie pour la clôture de notre événement d'aujourd'hui. Merci infiniment, Justine. Chers collègues, en résumé de nos débats, permettez-moi de résumer quelques résultats clés que nous pouvons noter suite à ce débat. Le financement et la volonté politique semblent être les éléments clés pour la transformation de l'éducation. Il faut un engagement politique au plus haut niveau, accompagné par des financements adéquats.
Nous devons assurer la continuité des 260 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés, tout en pensant à ces enfants qui continuent leur apprentissage, surmonter les difficultés, assurer l'acquisition de compétences, y compris numériques. Autre point, intégrer l'égalité de genre. L'action a été considérée comme un élément majeur pour mettre l'égalité de genre au centre de la planification, des données, de la mise en œuvre et du suivi à l'échelle horizontale également. Mettre en œuvre l'égalité de genre et l'éducation sexuelle sont également considérés comme très importants. Le gouvernement doit adopter une démarche multisectorielle et collaborative avec divers partenaires, les parents, la communauté scolaire, pour mettre les besoins de l'apprenant au cœur du processus et en particulier leur statut économique et social afin de ne laisser personne sur le côté. Et nous avons besoin d'une éducation de qualité qui prenne en considération l'enseignement des arts et de l'éducation physique. C'est tout à fait fondamental pour assurer une éducation inclusive pour les élèves vivant avec un handicap. Et si nous voulons également assurer une éducation transformative, il faut soutenir les enseignants, les principaux agents du changement pour bâtir un environnement scolaire novateur, sûr et sain qui est un bon résultat d'apprentissage et assurer le développement professionnel des enseignants. Nous ne pouvons pas avoir d'apprentissage sans prendre en compte la santé et la nutrition des élèves, de tous les élèves à l'échelle mondiale. Il faut des politiques qui assurent cet élément, comme l'a dit l'Union africaine. Il faut prévenir les violences et les discriminations à l'école et assurer une égalité de chance avec l'accès libre à l'éducation en supprimant les frais scolaires. Voilà ces contributions que nous avons reçues. Et nous pouvons tirer toutes ces conclusions de nos débats. Je vous remercie tous de votre participation, de votre engagement dans cet exercice, de vos contributions que nous remercions véritablement. Merci de vos contributions pour notre personnel et nos experts. J'espère vous retrouver les semaines des 6 au 10 juin pour poursuivre nos débats, pour progresser vers une transformation de nos systèmes éducatifs et mettre l'éducation au cœur de l'attention du monde. Merci infiniment de votre attention. Merci à l'Italie, merci Maria, merci à tous. Merci pour cet échange. Merci beaucoup, l'équipe de la technique. Est-ce que vous pouvez fermer ce webinaire, s'il vous plaît? Merci.